C'est une nuit étouffante de l'été 1998, dans une petite ville ouvrière du nord de la France, où les rues endormies cachent des secrets qui bouillonnent comme un orage imminent. Soudain, un cri perçant déchire le silence. Pas un hurlement de douleur, mais un éclat de rire hystérique, suivi d'un choc sourd contre le pavé mouillé. Au milieu de la place du marché, éclairé par les lueurs vacillantes des réverbères, un homme gît, nu comme un ver, le corps arqué dans une pose grotesque, comme s'il avait été surpris en pleine danse macabre avec l'inconnu. Ses yeux grands ouverts fixent le vide, un sourire figé sur les lèvres, et autour de lui, une foule de badauds, encore en pyjama ou robe de chambre, se presse, murmurant des prières étouffées. Ce n'est pas une mort ordinaire, c'est une mise en scène perverse. Un corps exposé comme un trophée obscène qui force les regards à s'attarder sur l'absurde et l'horrible. Et dans sa main crispée, un simple billet de train froissé, portant une date future, un voyage qu'il n'effectuera jamais. Ce spectacle glaçant n'est pas le fruit d'un accident banal ou d'une vengeance brute. Il est le prélude à un labyrinthe d'infidélité, de mensonges entrelacés et de passions qui ont muté en poison lent. Julien Moreau, cet homme ordinaire de 42 ans, employé de banque le jour, amant clandestin la nuit, gisait là, vulnérable et dénudé devant des voisins qui le connaissaient à peine, révélant au grand jour les fissures d'une vie construite sur des illusions. Mais derrière cette nudité forcée, se tapit un secret bien plus sombre. Une toile de 3 femmes, chacune liée à lui par des fils invisibles de désir et de trahison, qui ont conspiré dans l'ombre pour orchestrer une fin aussi humiliante qu'énigmatique. Qui d'entre elles a tiré les ficelles? Était-ce un acte de jalousie collective? Ou quelque chose de plus tordu, un rituel de vengeance qui défie les lois de la morale humaine? Et si cette mort n'était pas la fin, mais le début d'une malédiction qui hante encore les ruelles de cette ville? Pensez-y un instant. Dans le tumulte de nos vies quotidiennes, nous nous croyons à l'abri des tempêtes intimes, protégés par les masques que nous portons. Pourtant, l'affaire Julien Moreau nous rappelle avec une cruauté impitoyable la fragilité de ces barrières. Un seul faux pas, une confidence mal placée, et l'esprit humain, cet océan de désirs refoulés et de rancunes enfouies, peut déborder, emportant tout sur son passage. Nous sommes tous vulnérables, n'est-ce pas? Un mari aimant, un père attentionné, ou simplement un homme en quête d'un peu de chaleur dans la grisaille. Et voilà que la trahison le transforme en spectre nu, exposé aux yeux du monde. Cette histoire n'est pas seulement un crime, c'est un miroir tendu vers nos propres ombres, nous forçant à nous demander « Et si le mal ne venait pas de l'extérieur, mais de ces liens que nous tissons nous-mêmes, fragiles comme du verre filé? Si vous ressentez déjà ce frisson d'intrigue qui vous noue l'estomac, ce mélange de répulsion fascinée et d'empathie involontaire pour cet homme brisé, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Cette affaire, souvent reléguée aux archives jaunies des journaux locaux, mérite d'être exhumée, car elle interroge l'essence même de la confiance humaine. Laissez un j'aime sur cette vidéo, non pas par sensationnalisme, mais pour que d'autres âmes curieuses, comme la vôtre, puissent plonger dans ces abysses et en ressortir changées. Et dans les commentaires, écrivez simplement « Je suis prêt à découvrir la vérité cachée ». En le faisant, vous ne faites pas qu'interagir. Vous vous liez à cette trame obscure, rejoignant une communauté discrète de explorateurs de l'inexplicable, ceux qui osent affronter les non-dits pour mieux comprendre le chaos qui sommeille en chacun de nous. Bravo à vous déjà pour avoir choisi ce chemin, celui de la quête impitoyable de la vérité, loin des illusions confortables. Préparez-vous, car ce qui vient maintenant contient une révélation clé qui changera à jamais votre vision de l'esprit humain, une tournure si inattendue qu'elle vous fera douter de tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour, la trahison et la mort elle-même. La petite ville de Saint-Hervé, nichée dans les brumes du Pas-de-Calais, semblait figée dans le temps, ses maisons de briques rouges alignées comme des sentinelles fatiguées, sous un ciel perpétuellement gris. En cet été 1998, les habitants vivaient au rythme des cloches de l'église et des ragots murmurés au café du coin. Julien Moreau, avec son sourire facile et ses costumes bien taillés, passait pour un homme sans histoire, employé de banque respecté, toujours prêt à offrir un café à un collègue ou à plaisanter sur le temps maussade. Mais sous cette façade polie, Julien tissait une toile complexe, un jeu dangereux où 3 femmes, chacune ignorant l'existence des autres, étaient devenues les piliers de sa vie secrète. Cette nuit fatidique, où son corps fut découvert nu sur la place du marché, marqua l'effondrement brutal de cette illusion, révélant un homme qui jonglait avec les cœurs comme un acrobate défiant la gravité. La première,
Élise était son épouse depuis 15 ans. À 38 ans, elle était une femme discrète, presque effacée, qui gérait une petite boutique de fleurs au centre-ville. Leur maison, un pavillon modeste mais soigné, respirait la routine d'un couple sans enfants, où les silences parlaient plus fort que les mots. Élise croyait en Julien, en ses longues heures au bureau, en ses voyages d'affaires occasionnels. Mais elle remarquait parfois des détails, une trace de parfum sur sa chemise, un reçu de restaurant pour deux, qu'elle chassait de son esprit, par peur d'ouvrir une porte qu'elle ne pourrait plus refermer. Ce qu'elle ignorait, c'est que Julien ne rentrait pas toujours directement après le travail. À quelques rues de là, dans un appartement exigu au-dessus d'une boulangerie, il retrouvait Clara à 29 ans, une serveuse au tempérament de feu, dont les rires résonnaient comme des éclats de verre. Clara voyait en Julien un homme qui promettait une vie plus grande, loin de la monotonie de Saint-Hervé. Il lui parlait de voyages à Paris, de nuits dans des hôtels qu'il ne pourrait jamais s'offrir. Et elle buvait ses paroles, aveuglée par l'idée d'un avenir qu'il esquissait sans jamais le concrétiser. Puis il y avait Marianne, la troisième femme, une bibliothécaire de 45 ans, veuve depuis peu, dont la douceur mélancolique attirait Julien comme un aimant. Leur rencontre avait lieu dans une chambre d'hôtel à l'orée de la ville. Un lieu anonyme où il se présentait comme un homme libre, un voyageur de passage. Marianne, avec ses lunettes cerclées d'acier et ses piles de livres annotés, voyait en lui une échappatoire à sa solitude. Il lui écrivait des lettres, des mots soigneusement choisis qui parlèrent d'un amour éternel, mais qu'il rédigeait dans le train, entre deux vies. Ces trois femmes, chacune à sa manière, donnaient à Julien ce qu'il cherchait. Élise, la stabilité d'un foyer, Clara, la fougue d'une passion juvénile, Marianne, la profondeur d'une connexion intellectuelle. Mais aucune ne connaissait l'existence des autres. Du moins, c'est ce que Julien croyait. Cette toile d'infidélité aurait pu rester secrète, un échafaudage fragile mais fonctionnel, si un événement n'avait pas tout fait basculer. Quelques semaines avant sa mort, Julien avait commencé à agir de manière étrange. Ses collègues à la banque remarquaient son agitation. Il sursautait au moindre bruit, vérifiait son téléphone portable, un luxe rare à l'époque, avec une obsession maladive. Élise, de son côté, avait trouvé une clé dans sa poche, une clé qui n'ouvrait aucune serrure de leur maison. Clara, elle, avait surpris Julien en train de murmurer un prénom dans son sommeil. Pas le sien, pas celui d'Élise, mais un troisième, inconnu. Et Marianne, la plus intuitive des trois, avait commencé à poser des questions, à remarquer les incohérences dans ses récits, comme s'il récitait un script mal appris. Quelque chose ou quelqu'un avait commencé à resserrer l'étau autour de Julien, comme si les murs de ses trois vies se refermaient lentement. Le soir de sa mort, Julien avait quitté la maison d'Élise en prétextant une réunion tardive à la banque. Mais les registres montrent qu'aucune réunion n'était prévue. Il avait pris sa vieille Peugeot et s'était dirigé vers le centre-ville, là où la place du marché, déserte à 7 heures, allait devenir le théâtre de sa chute. Que s'était-il passé dans les heures précédant ce moment où son corps fut exposé, nu, sous les regards horrifiés des voisins? Était-il venu pour rencontrer l'une des trois femmes, ou quelqu'un d'autre, une ombre tapie dans l'obscurité de ses secrets, et ce billet de train dans sa main, daté du lendemain, menant à une ville où aucune des trois femmes n'avait de lien apparent? Était-ce une fuite planifiée? Ou une pièce d'un puzzle plus sinistre? L'histoire de Julien Moreau n'est pas seulement celle d'un homme déchiré par ses désirs, c'est l'histoire d'un équilibre précaire, d'une vie construite sur des mensonges qui, une fois découverts, ont libéré une force incontrôlable. Car quelqu'un, ou peut-être plusieurs personnes, savait. Quelqu'un avait vu les filles invisibles reliant Élise, Clara et Marianne. Et ce quelqu'un avait décidé que Julien devait payer, non pas par la mort seule, mais par une humiliation publique. Un spectacle où son corps nu deviendrait le symbole de ses trahisons dénudées. Mais qui? Et pourquoi maintenant? Les réponses se trouvent peut-être dans les ombres de cette nuit d'été, dans les murmures échangés entre les trois femmes, ou dans un détail encore plus troublant, tapi dans les plis de cette affaire. La nuit où Julien Moreau fut retrouvé mort, nu et exposé sur la place du marché, une pluie fine tombait sur Saint-Hervé, transformant les pavés en un miroir d'ombres mouvantes. Les badauds, attirés par le cri initial, s'étaient rassemblés en un cercle hésitant, leurs visages éclairés par les gyrophares des premières voitures de police. Personne ne parlait fort, comme si le silence pouvait effacer l'étrangeté de la scène. Mais dans les murmures, un mot revenait sans cesse. Pourquoi? Pourquoi un homme comme Julien, discret et sans ennemi apparent,
Avait-il fini ainsi? Son corps offert au regard comme une énigme vivante. La réponse, ou du moins son esquisse, se trouvait peut-être dans les jours précédant cette nuit, lorsque les fissures de sa vie secrète avaient commencé à s'élargir, laissant entrevoir une vérité que même lui n'avait pas anticipée. Les semaines avant sa mort, Julien semblait marcher sur des charbons ardents. À la banque, où il gérait les comptes de petits commerçants et d'agriculteurs, il avait commis des erreurs inhabituelles, des chiffres mal alignés, des dossiers égarés. Ses collègues, habitués à son efficacité méthodique, échangèrent des regards perplexes. L'un d'eux, un caissier nommé Philippe, avait surpris Julien en train de déchirer nerveusement une lettre dans la salle de pause, les morceaux tombant comme des flocons dans la poubelle. Quand Philippe lui avait demandé si tout allait bien, Julien avait ri, un rire sec sans chaleur, avant de marmonner une excuse vague et de quitter la pièce. Ce n'était pas seulement du stress professionnel. Julien sentait une menace intangible mais pesante, comme un regard invisible posé sur sa nuque. À la maison, Élise, sa femme, percevait elle aussi ce changement. Julien rentrait plus tard, ses yeux fuyants, ses réponses laconiques. Un soir, alors qu'elle arrangeait des roses dans un vase, elle lui avait demandé pourquoi il semblait si distant. Il avait haussé les épaules, prétendant une surcharge de travail. Mais ses mains tremblaient légèrement en saisissant son verre de vin. Élise, habituée à taire ses doutes, avait laissé tomber, mais la clé qu'elle avait trouvée dans sa poche quelques jours plus tôt continuait de la hanter. Elle l'avait cachée dans une boîte à bijoux, comme si la garder hors de vue pouvait en dissiper le mystère. Pourtant, chaque nuit, elle se réveillait en sursaut, convaincue d'avoir entendu des pas dans la maison. Était-ce Julien, rentrant à des heures indues, ou son imagination amplifiée par une méfiance grandissante? Clara, la fougueuse serveuse, vivait elle aussi ses propres tourments. Julien, qui d'ordinaire la couvrait de promesses et d'attentions, devenait imprévisible. Il annulait leur rendez-vous à la dernière minute, prétextant des imprévus, et lorsqu'ils se voyaient, il semblait ailleurs, son regard perdu dans les ombres de son petit appartement. Une nuit, après une étreinte hâtive, Clara l'avait confronté, agacée par son silence. « Tu me caches quelque chose, Julien. »« Qui est Marianne ?» avait-elle lâché, se souvenant du prénom murmuré dans son sommeil. Julien s'était figé, son visage blême, avant de balbutier une explication confuse. Une collègue, rien de plus. Mais Clara n'était pas dupe. Elle avait commencé à fouiller, discrètement, posant des questions aux habitués du café, cherchant des indices sur cet homme qu'elle croyait connaître. Marianne, la bibliothécaire, était peut-être la plus proche de percer le voile. Elle avait toujours été observatrice, habituée à décrypter les silences comme elle annotait ses livres. Les lettres de Julien, si poétiques au début, s'étaient espacées, leurs mots moins sincères, comme s'il écrivait sous la contrainte. Un jour, elle avait trouvé une note dans son sac, une phrase griffonnée à la hâte, dans une écriture qui n'était pas la sienne. « Il te ment. » Pas de signature, pas d'explication. Marianne, d'abord incrédule, avait commencé à assembler les pièces. Les horaires incohérents de Julien, ses allusions vagues à une vie qu'il ne détaillait jamais. Elle avait même suivi Julien une fois, de loin, le voyant entrer dans un café où une jeune femme rieuse l'attendait. Ce n'était pas Élise, qu'elle avait croisée une fois par hasard à la bibliothèque. Ce soir-là, dans sa chambre d'hôtel, Marianne avait pleuré non pas de tristesse, mais de colère, une colère froide, calculatrice, qui cherchait une issue. Ce que Julien ignorait, c'est que ces trois vies, si soigneusement cloisonnées, avaient commencé à se croiser dans l'ombre. Une rumeur, un regard échangé, une lettre anonyme glissée sous une porte, les fils de sa toile se nouaient, formant un nœud coulant. La nuit de sa mort, il avait reçu un appel, tard dans la soirée. Les enquêteurs, plus tard, retrouveraient un numéro inconnu dans son historique. Un appel de quelques secondes à peine, provenant d'une cabine téléphonique près de la place du marché. Était-ce une invitation, un piège ou un avertissement? Julien avait pris sa voiture, laissant Élise endormie, et s'était rendu au cœur de la ville. Ce qu'il y trouva, ou qu'il y attendait, reste un mystère. Mais une chose est certaine, cette nuit-là, quelqu'un avait décidé que le rideau devait tomber sur la mascarade de Julien. Le billet de train, serré dans sa main, ajoutait une couche d'énigme. Il indiquait un départ pour Lyon, prévu le lendemain matin. Aucun des proches de Julien, ni Élise, ni Clara, ni Marianne, n'avaient de lien avec cette ville. Était-ce une fuite, une tentative désespérée de recommencer ailleurs? Ou ce billet était-il une mise en scène, un symbole planté là pour brouiller les pistes? Les premières constatations de la police notaient autre chose. Julien n'avait pas été déshabillé sur place. Ses vêtements,
soigneusement pliés, furent retrouvés dans une ruelle adjacente, comme si quelqu'un avait pris le temps de préparer cette exposition macabre. Chaque détail semblait calculé, chaque geste chargé d'une intention qui échappait encore aux enquêteurs. Ainsi, alors que la pluie continuait de tomber sur Saint-Hervé, lavant lentement le sang invisible de cette nuit, une question flottait dans l'air. Qui avait orchestré ce spectacle? Était-ce l'une des 3 femmes, poussée à bout par la trahison? Ou une main extérieure? Quelqu'un qui avait observé Julien de loin attendant le moment parfait pour frapper? Les réponses, si elles existaient, se trouvaient dans les interstices de ces vies entremêlées, dans les silences lourds et les regards échangés dans l'ombre. Alors que les ombres de la nuit enveloppaient Saint-Hervé et que la pluie fine continuait de tambouriner sur les toits, comme un avertissement muet, les vies des 3 femmes, Élise, Clara et Marianne, convergeaient inexorablement vers un point de non-retour. Ce qui avait commencé comme des doutes isolés, des murmures intérieurs et des découvertes fortuites, se muait en une convergence silencieuse, un alignement des étoiles maléfiques qui allait sceller le destin de Julien. La cabine téléphonique près de la place du marché, d'où provenait l'appel fatal, n'était pas un hasard. Elle se trouvait à équidistance des domiciles des 3 femmes, comme si quelqu'un avait calculé chaque pas, chaque minute, pour orchestrer une rencontre qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais dans les heures précédant cette nuit, les pièces du puzzle s'assemblaient, révélant non pas un acte impulsif, mais un plan méticuleux, tissé dans les fils de la trahison et de la désillusion. Élise, dans sa boutique de fleurs fermée pour la nuit, avait passé la soirée à arranger des bouquets pour un mariage imminent, ses mains tremblantes effleurant les pétales comme si elle cherchait du réconfort dans leur fragilité. La clé inconnue pesait dans sa poche, un talisman de doute qu'elle n'osait pas confronter. Mais ce soir-là, alors que Julien était parti pour sa prétendue réunion, Élise avait reçu une enveloppe anonyme glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photo floue. Julien, enlacé avec une femme aux cheveux courts. Clara, bien qu'Élise ne le sache pas encore. Pas de mots. Juste cette image, comme une flèche empoisonnée visant le cœur. Élise s'était assise à la table de la cuisine, les larmes coulant silencieusement, mélange de rage et de tristesse. Pour la première fois, elle envisageait l'impensable. Suivre Julien, le confronter ou pire, chercher des alliés inattendus dans cette tempête. Elle avait composé un numéro hésitante, un numéro trouvé dans les poches de Julien, celui de Marianne, noté sur un bout de papier froissé. De son côté, Clara, dans son appartement exigu, arpentait la pièce comme un animal en cage. Le prénom Marianne résonnait dans sa tête depuis des jours, un écho obsédant qui la poussait à l'action. Elle avait fouillé les affaires de Julien lors de sa dernière visite, trouvant un agenda caché avec des initiales codées, E pour Élise, M pour Marianne, et des dates qui se chevauchaient comme des mensonges superposés. Ce soir, furieuse et blessée, Clara avait décidé de ne plus attendre. Elle avait enfilé un manteau sombre et s'était dirigée vers la maison de Julien qu'elle avait localisée grâce à des ragots du café. Mais en chemin, elle avait croisé une femme qu'elle reconnaissait vaguement. Marianne sortant de la bibliothèque avec un air déterminé. Leurs regards s'étaient croisés, un instant chargé d'une reconnaissance mutuelle, comme si elles sentaient sans mots qu'elles partageaient le même fardeau. Clara avait hésité, puis suivi Marianne de loin, jusqu'à une cabine téléphonique où celle-ci s'était arrêtée. Marianne, quant à elle, portait en elle une résolution froide forgée dans la solitude de ses nuits blanches. La note anonyme, « Il te ment », avait allumé un feu qui consumait ses illusions. Elle avait passé la journée à la bibliothèque à rechercher des indices sur Julien, des articles de journaux locaux mentionnant sa banque, des annuaires listant son adresse. Ce qu'elle avait découvert l'avait glacée. Julien était marié à Élise, une femme qu'elle avait vue une fois emprunter un livre sur les jardins. Armée de cette vérité, Marianne avait planifié un appel, un message codé pour attirer Julien hors de sa cachette. Elle s'était rendue à la cabine près de la place du marché, un lieu neutre, anonyme. Mais en arrivant, elle avait senti une présence. Clara, tapie dans l'ombre, et plus loin, Élise, qui avait suivi le même chemin instinctif. Les 3 femmes, sans se parler, s'étaient retrouvées là, unies par une trahison commune, leurs regards se croisant dans la pénombre comme des lames affûtées. Julien, ignorant tout de cette convergence, roulait vers la place, son cœur battant la chamade. L'appel avait été bref, une voix déguisée, féminine, murmurant « Viens ou tout sera révélé ». Il avait cru reconnaître Élise, ou peut-être Clara, mais l'angoisse brouillait ses pensées. Il gara sa voiture dans une ruelle adjacente, les mains moites sur le volant.
En descendant, il sentit l'air lourd, chargé d'une électricité palpable. Il s'approcha de la place vide sous la pluie et soudain, des silhouettes émergèrent des ombres, 3 femmes, debout en cercle, leurs visages pâles éclairés par un réverbère solitaire. Élise, Clara, Marianne. Julien s'arrêta net, le souffle coupé, comme si le monde s'était figé. Elles ne disaient rien, mais leurs yeux parlaient d'une douleur accumulée, d'une vengeance mûrie dans le silence. Ce qui suivit resta enveloppé dans un voile de mystère, même pour les enquêteurs qui plus tard interrogeraient les 3 femmes. Julien avait tenté de parler, de s'expliquer, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge. L'une d'elles, laquelle, avait sorti une fiole, un liquide incolore qu'elle lui avait tendu, murmurant que c'était pour apaiser les tourments. Était-ce un poison lent? Une drogue hallucinogène? Julien, paniqué, l'avait bu, croyant peut-être à une rédemption, ou forcé par la pression invisible de leurs regards unis. Les minutes s'étirèrent, et son corps commença à trembler, ses vêtements lui semblant soudain oppressants. Dans un délire croissant, il les ôta un à un, les pliant mécaniquement dans la ruelle comme pour effacer les traces de ses vies multiples. Les femmes observaient, immobiles, un pacte tacite les liant dans cette nuit funeste. Puis, Julien s'avança sur la place, nu, riant d'un rire dément qui déchira le silence. Il tituba, s'arqua et s'effondra, le billet de train, symbole de sa fuite avortée, serré dans sa main. Les femmes s'éclipsèrent dans l'ombre, chacune regagnant son monde brisé sans un mot échangé. Était-ce un suicide forcé, une humiliation orchestrée, ou un accident tragique né de la confrontation? Les autopsies révélèrent plus tard un mélange de substances. Un sédatif puissant, mélangé à de l'alcool qu'il avait consommé plus tôt, provoquant une crise cardiaque amplifiée par le stress. Mais qui avait préparé la fiole? Élise, avec son accès aux produits chimiques pour ses fleurs? Clara, impulsive et vindicative? Ou Marianne, la plus calculatrice avec ses connaissances livresques sur les poisons subtils, la place du marché, lavée par la pluie, gardait ses secrets. Mais une chose était claire. Cette nuit avait transformé 3 victimes en architectes d'une justice personnelle. Un tribunal silencieux où Julien avait été jugé et condamné. Pourtant, au-delà de la mort, des questions persistaient. Comment ces femmes, étrangères l'une à l'autre, avaient-elles su se trouver au même endroit? Était-ce le hasard, ou une main invisible, peut-être un ami commun, un détective anonyme, qui avait semé les graines de cette rencontre? Les réponses, enfouies dans les recoins de Saint-Hervé, attendaient d'être déterrées, comme des racines empoisonnées poussant sous la surface tranquille de la ville, alors que les silhouettes des 3 femmes, Élise, Clara et Marianne, se fondaient dans les ténèbres de Saint-Hervé, laissant derrière elles le corps inerte de Julien sur la place du marché. Un vent froid balaya la pluie résiduelle, comme pour effacer les traces de cette confrontation muette. La ville, endormie sous son manteau de brume, ignorait encore que cette nuit marquerait un tournant, transformant une affaire personnelle en un scandale qui ébranlerait les fondations mêmes de sa tranquillité apparente. Julien gisait là, nu et figé dans une pose qui défiait toute logique, son sourire crispé comme un masque posthume, le billet de train toujours serré dans sa main comme un dernier témoignage de ses intentions avortées. Mais au-delà de cette scène figée, les échos de ce qui s'était passé commençaient à résonner, tissant une toile de conséquences qui allait engloutir les vies des 3 femmes et révéler des secrets enfouis depuis des années. Le premier à découvrir le corps fut un boulanger du quartier, un homme robuste nommé Henri, qui sortait tôt pour préparer ses fours. Il trébucha presque sur Julien en traversant la place, son panier de pain frais tombant avec un bruit sourd. Henri, figé un instant par l'horreur, appela la police d'une voix tremblante, décrivant la scène comme un cauchemar éveillé. Les sirènes déchirèrent bientôt le silence et les enquêteurs arrivèrent, leurs lampes torches balayant la place comme des doigts accusateurs. L'inspecteur principal, un vétéran nommé Duval, un homme aux yeux fatigués et à la moustache grisonnante, prit les commandes. Il nota immédiatement l'étrangeté. Pas de signe de lutte évident, pas de blessure visible, juste ce corps exposé et ce billet énigmatique. Duval, habitué aux drames domestiques de petite ville, sentit que cela allait au-delà d'un simple accident. Il ordonna une autopsie immédiate et commença à interroger les témoins. Ces badauds qui s'étaient rassemblés, leurs pyjamas trempés, murmurant des théories farfelues sur des malédictions ou des actes divins. Élise, revenue chez elle dans un état second, s'était assise dans la cuisine, fixant le vase de roses qu'elle avait arrangé plus tôt. Ses mains tremblaient, la photo anonyme froissée sur la table comme un rappel accusateur. Elle entendit les sirènes au loin, un son qui lui noua l'estomac. Quand la police frappa à sa porte 1 heure plus tard,
Elle feignit la surprise, ses yeux rougis par des larmes qu'elle attribua au choc. « Julien, mort ?» murmura-t-elle, sa voix brisée sonnant presque authentique. Duval l'interrogea doucement, notant ses réponses évasives sur ses allées et venues ce soir-là. Élise parla de la réunion à la banque, de leur vie calme, mais omit la clé, la photo, et cette convergence instinctive vers la place. Elle se sentait piégée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi, une veuve éplorée cachant un secret qui la rongeait de l'intérieur. Chaque question de Duval semblait percer un peu plus son armure, révélant des fissures qu'elle n'avait pas anticipées. Clara, de son côté, avait regagné son appartement, le cœur battant comme un tambour de guerre. Elle s'était effondrée sur son lit, les images de Julien s'effondrant nues gravées dans son esprit. La fiole, celle qu'elle avait vue passer de main en main bien qu'elle n'ait pas su qui l'avait fournie, hantait ses pensées. Était-ce elle qui avait murmuré les mots fatidiques? Non, se convainquit-elle. C'était un acte collectif, une justice partagée. Quand les policiers vinrent l'interroger, alertés par un collègue de Julien qui avait mentionné des ragots sur une liaison, Clara joua l'innocente. « Julien, on se connaissait vaguement du café », mentit-elle, ses yeux fuyants trahissant une agitation qu'elle masqua par un haussement d'épaule. Duval, perspicace, nota les incohérences. Son adresse proche de la place, son absence d'alibi solide. Clara sentait le piège se refermer, ses rêves d'une vie meilleure avec Julien se muant en un cauchemar, où chaque mensonge la liait plus étroitement aux deux autres femmes. Marianne, la plus composée des trois, avait repris son rôle de bibliothécaire solitaire, rangeant des livres dans son salon, comme pour ordonner le chaos de cette nuit. Elle avait été la première à suggérer la cabine téléphonique. Guidée par une intuition forgée dans ses lectures sur les intrigues psychologiques, la note anonyme qu'elle avait reçue, et qu'elle soupçonnait maintenant d'avoir été envoyée par l'une des autres, peut-être Élise, avait été le catalyseur. Lorsque Duval vint chez elle, prévenue par un carnet d'adresses trouvé dans les affaires de Julien, Marianne répondit avec une calme assurance. « Nous étions amis, rien de plus. » affirma-t-elle, ses lunettes masquant un regard calculateur. Elle parla de lettres échangées, de discussions intellectuelles, mais évita toute mention de la jalousie qui l'avait consumée. Duval, intrigué par son sang-froid, creusa plus profond, découvrant des livres sur les poisons subtils empruntés récemment. Marianne sentit un frisson. Avait-elle laissé des traces? Son esprit, habitué aux énigmes littéraires, anticipait déjà les prochains coups dans cette partie d'échecs avec la loi. L'autopsie, menée à l'aube dans un hôpital voisin, révéla des détails troublants. Le médecin légiste, une femme nommée Dr Lefebvre, nota une crise cardiaque induite par un mélange de sédatifs et d'alcool, amplifié par un stress extrême. Pas de poison violent, mais une combinaison subtile qui suggérait une ingestion volontaire ou forcée. Le billet de train pour Lyon intrigua. Des recherches montrèrent que Julien avait réservé un hôtel là-bas, sous un faux nom, comme pour une nouvelle vie. Était-ce une fuite planifiée, interrompue par cette nuit fatidique? Duval assembla les pièces. Les vêtements pliés dans la ruelle indiquaient un acte ritualisé, pas un suicide impulsif. Il interrogea les trois femmes séparément, notant des similitudes dans leurs alibis, chacune seule chez elle mais sans témoin. Un détail le frappa, une fibre de tissu trouvée sur les vêtements de Julien, correspondant à un manteau porté par Clara, vu par un voisin. Au fil des heures, la ville s'éveilla au scandale. Les journaux locaux titrèrent sur « L'homme nu de la place », transformant Julien en une énigme publique. Les ragots enflèrent, des liaisons murmurées, des vengeances supposées. Élise, Clara et Marianne, isolées mais liées par leurs secrets, échangeaient des regards furtifs lors des funérailles simulées, une cérémonie vide, car le corps restait sous scellé. Chacune se demandait si les autres craqueraient, si le pacte tacite tiendrait. Duval, sentant une conspiration, fouilla plus profond. Des lettres anonymes envoyées aux trois femmes, toutes postées de la même boîte aux lettres près de la banque. Qui les avait écrites? Julien lui-même, pour se couvrir. Ou une quatrième personne, un observateur invisible manipulant les ficelles. Cette révélation naissante transforma l'affaire en un labyrinthe de suspicions. Les trois femmes, autrefois victimes, devenaient suspectes. Leur vie scrutée sous le microscope de l'enquête. Élise trouva une note sous sa porte. Le silence nous protège. Clara en reçut une similaire, et Marianne sourit presque, reconnaissant le jeu. Mais au cœur de Saint-Hervé, une vérité plus sombre émergeait. Julien n'était pas seulement infidèle, il avait manipulé, promis sans tenir,
brisant des cœurs avec une précision chirurgicale. Sa mort humiliante et publique était-elle une justice poétique ou le début d'une chaîne de conséquences imprévues? Les ombres de cette nuit s'allongeaient, enveloppant la ville dans un voile d'incertitude qui défiait toute résolution simple. Alors que les jours succédaient à cette nuit fatidique à Saint-Hervé, la petite ville, d'ordinaire si paisible, semblait vibrer d'une tension invisible, comme si chaque ruelle, chaque café, portait encore l'écho du corps de Julien Moreau gisant sur la place du marché. Les journaux locaux, avides de détails croustillants, alimentèrent la fièvre collective avec des manchettes sensationnelles. Le mystère de l'homme nu. Une mort qui défie la raison. Les habitants, réunis autour des comptoirs ou dans les files d'attente de la boulangerie, échangèrent des théories, certaines absurdes, d'autres étrangement proches de la vérité. Mais sous cette agitation publique, un courant plus sombre circulait, une suspicion croissante envers Élise, Clara et Marianne, dont les noms, bien que non officiellement liés à l'enquête, commençaient à apparaître dans les murmures. La vérité encore floue prenait forme dans l'ombre, comme un tableau dont les contours se dessinaient lentement. L'inspecteur Duval, avec son instinct aiguisé par des années à démêler les secrets des petites villes, sentait que l'affaire Julien Moreau n'était pas un simple drame passionnel. Il avait rassemblé des indices troublants, la fibre de tissu du manteau de Clara, les lettres anonymes postées près de la banque, le billet de train pour Lyon, et surtout, les alibis fragiles des 3 femmes. Duval avait décidé de creuser plus loin, convoquant chacune pour un nouvel interrogatoire, cette fois dans le commissariat exigu de Saint-Hervé, où les murs semblaient suinter l'odeur de vieux café et de secrets rances. Il savait que la clé résidait dans leur connexion, mais comment 3 femmes, apparemment étrangères l'une à l'autre, avaient-elles pu orchestrer un acte aussi précis, aussi théâtral? Était-ce une coïncidence ou un pacte forgé dans la douleur commune? Élise, la première à être interrogée ce matin-là, entra dans le commissariat avec une démarche hésitante, ses mains serrant un mouchoir comme un bouclier. Elle portait une robe grise, sobre, comme pour incarner la veuve éplorée. Mais ses yeux trahissaient une nervosité qu'elle peinait à masquer. Duval, assis derrière un bureau encombré de dossiers, lui tendit la photo anonyme qu'elle avait reçue, récupérée dans sa poubelle après une fouille discrète. « Vous reconnaissez ceci ?» demanda-t-il, son ton neutre mais ses yeux scrutateurs. Élise pâlit, bredouillant qu'elle l'avait trouvée sans savoir d'où elle venait. Elle parla de Julien, de leur mariage stable. Mais sa voix trembla lorsqu'elle évoqua la clé trouvée dans sa poche. Duval nota un détail. Élise avait mentionné une dispute récente où Julien avait admis jongler avec trop de choses. Était-ce un aveu voilé de ses infidélités ou un indice d'une autre pression? Clara, convoquée en fin de matinée, entra avec une énergie défensive, ses cheveux relevés en un chignon désordonné, ses lèvres pincées. Elle s'assit en croisant les bras, défiant Duval du regard. Lorsqu'il lui montra la fibre de tissu correspondant à son manteau, elle haussa les épaules, prétendant l'avoir perdu des semaines plus tôt. « Beaucoup de gens ont des manteaux comme celui-là », lança-t-elle, mais sa voix vacilla. Duval changea de tactique, lui demandant ce qu'elle faisait près de la place du marché cette nuit-là. Clara, prise de court, parla d'une promenade nocturne, une excuse si fragile qu'elle semblait presque vouloir être démasquée. Elle lâcha, presque malgré elle, qu'elle avait vu une femme près de la cabine téléphonique, une femme à lunettes comme Marianne. Duval griffonna dans son carnet, le puzzle prenant forme. Clara connaissait Marianne, du moins de vue. Marianne, interrogée en dernier, arriva avec une assurance étudiée, son sac rempli de livres comme un rempart contre le chaos. Elle s'assit avec grâce, répondant aux questions de Duval avec une précision presque clinique. Lorsqu'il mentionna les livres sur les poisons empruntés à la bibliothèque, elle sourit légèrement, expliquant qu'il faisait partie de ses recherches pour un club de lecture sur les romans policiers. « Je m'intéresse aux intrigues, pas aux crimes », dit-elle, ses mots soigneusement pesés. Mais Duval n'était pas convaincu. Il lui montra une copie d'une lettre anonyme, similaire à celle reçue par Élise et Clara, et demanda si elle reconnaissait l'écriture. Marianne fronça les sourcils, feignant la surprise, mais ses doigts se crispèrent légèrement sur son sac. Duval sentit qu'elle cachait quelque chose. Peut-être pas un aveu, mais une pièce du puzzle qu'elle gardait pour elle. Pendant ce temps, à l'extérieur du commissariat, Saint-Hervé bruissait de spéculations. Un détail avait fuité. Le billet de train pour Lyon n'était pas un achat isolé. Les enquêteurs découvrirent que Julien avait vidé un compte bancaire secret, amassant une somme modeste mais suffisante pour un nouveau départ. Ce compte, ouvert sous un faux nom,
contenait des dépôts réguliers provenant de petits retraits effectués à la banque où il travaillait. Était-il en train de planifier une fuite, abandonnant ses 3 vies pour une 4e? Encore inconnue, cette découverte attisa les ragots. Julien n'était pas seulement un séducteur, mais un manipulateur prêt à tout laisser derrière lui. Les habitants commençaient à regarder Élise, Clara et Marianne avec suspicion, leurs noms murmurés dans les conversations comme des pièces d'un jeu d'échecs. Mais un nouvel élément émergea, encore plus troublant. Un employé de la poste, un vieil homme nommé Gérard, confia à Duval avoir vu une 4e personne près de la boîte aux lettres, où les lettres anonymes avaient été postées. Il décrivit un homme, la quarantaine, vêtu d'un pardessus sombre qui semblait nerveux, glissant des enveloppes à la hâte. Gérard ne pouvait pas l'identifier, mais il se souvenait d'un détail. L'homme portait une montre en argent, gravée d'un motif floral. Ce détail fit tressaillir Élise lorsqu'elle l'apprit par un voisin indiscret. Julien possédait une montre similaire, un cadeau de mariage qu'elle lui avait offert. Était-ce possible qu'il ait lui-même envoyé les lettres, orchestrant sa propre chute dans une tentative désespérée de contrôler le chaos? Ou y avait-il un autre joueur, un observateur invisible tirant les ficelles? Les 3 femmes, bien que séparées, ressentaient le poids de cette enquête. Élise trouva une autre note sous sa porte. « Ne parle pas ou tout s'effondre ». Clara, en nettoyant son appartement, découvrit un foulard qui ne lui appartenait pas. Un tissu délicat, parfumé, qui semblait appartenir à Marianne. Et Marianne, en rangeant ses livres, trouva une page arrachée sur laquelle était griffonné un message « La vérité te trouvera ». Ces indices, comme des miettes laissées par un esprit malicieux, les maintenaient dans un état de peur et de méfiance mutuelle. Étaient-elles manipulées par une force extérieure, ou leur propre culpabilité les poussait-elle à voir des fantômes là où il n'y en avait pas? Duval, quant à lui, sentait qu'il approchait d'une révélation. Il fit analyser les lettres anonymes, découvrant une encre rare, utilisée dans des stylos de luxe vendus dans une boutique de Lille. Cette piste mena à un client régulier, un homme nommé Vincent, un ancien collègue de Julien à la banque, licencié 1 an plus tôt pour des irrégularités financières. Vincent connaissait-il les secrets de Julien? Avait-il un motif pour exposer ses infidélités? La montre en argent, les lettres, le compte secret. Tout convergeait vers une vérité encore hors de portée, un nœud gordien que Duval était déterminé à trancher. Mais à Saint-Hervé, chaque réponse soulevait une nouvelle question, et les ombres s'épaississaient autour des 3 femmes, piégées dans une danse macabre, où la vérité semblait aussi insaisissable que la brume enveloppant la ville. Les ruelles de Saint-Hervé, baignées par une lumière pâle d'automne, semblaient rétrécir sous le poids des secrets qui s'accumulaient. La mort de Julien Moreau, loin de s'effacer dans l'oubli, devenait une obsession collective, un miroir où chaque habitant projetait ses peurs et ses jugements. Les murmures s'intensifiaient, et les regards se tournaient de plus en plus vers Élise, Clara et Marianne, dont les vies, autrefois discrètes, étaient maintenant disséquées par les rumeurs et l'enquête de l'inspecteur Duval. Mais un nouveau nom émergeait des ombres, celui de Vincent, l'ancien collègue de Julien, dont la montre en argent et les liens avec les lettres anonymes ouvraient une porte vers un passé que Julien avait soigneusement enfoui. Ce passé, comme un courant souterrain, menaçait de tout engloutir, révélant que la toile des infidélités n'était qu'une partie d'un tableau bien plus complexe. Vincent, un homme de 45 ans au visage marqué par une amertume contenue, vivait à la périphérie de Saint-Hervé, dans une maison délabrée où s'entassaient des cartons de vieux dossiers. Licencié de la banque 1 an plus tôt pour des erreurs comptables. Il avait été un ami proche de Julien avant que leur relation ne se fracture. Duval, flairant une piste, se rendit chez lui, frappant à une porte qui grinça comme un avertissement. Vincent l'accueillit avec méfiance, ses yeux scrutant l'inspecteur comme s'il cherchait à deviner ses intentions. La maison sentait le renfermer, et sur une table, Duval remarqua un stylo plume de luxe, le même type d'encre que celle des lettres anonymes. Lorsqu'il interrogea Vincent sur sa relation avec Julien, celui-ci répondit par des phrases courtes, évoquant une amitié perdue à cause de divergences professionnelles. Mais Duval sentit un sous-texte. Vincent parlait de Julien avec une rancune qui allait au-delà d'un simple licenciement. En creusant, Duval découvrit que Vincent avait été accusé de détournement de fonds à la banque. Une affaire étouffée par la direction pour éviter le scandale. Julien, alors superviseur de Vincent, avait fourni un témoignage ambigu, niant toute complicité mais ne défendant pas son collègue. Ce témoignage avait scellé le sort de Vincent, qui avait perdu son emploi et sa réputation.
Était-ce suffisant pour nourrir une vengeance aussi élaborée? Duval trouva un indice troublant. Vincent avait été vu près de la banque des semaines avant la mort de Julien, discutant avec un employé subalterne qui avait accès aux dossiers personnels, y compris ceux de Julien. Avait-il découvert les infidélités de Julien, utilisant cette information pour tisser un piège? La montre en argent, décrite par le postier Gérard, compliquait les choses. Vincent en possédait une similaire, héritée de son père, mais il jura ne jamais l'avoir portée récemment. Pendant ce temps, Élise luttait pour maintenir son masque de veuve éplorée. Les notes anonymes continuaient d'arriver, chacune plus menaçante. La vérité est plus proche que tu ne le penses. Elle commença à suspecter Marianne, dont la froideur lors des funérailles lui semblait calculée. Élise, poussée par la peur, fouilla les affaires de Julien dans leur grenier, découvrant un carnet caché sous une latte de plancher. À l'intérieur, des annotations codées, des dates, des initiales, C, M, V, et des sommes d'argent. Était-ce lié au compte secret pour Lyon? Ou à Vincent? Élise, terrifiée, brûla le carnet, mais pas avant de mémoriser une phrase. V, c'est tout. Était-ce Vincent ou une autre figure encore tapie dans l'ombre? Elle envisagea de confronter Clara, qu'elle avait reconnue sur la photo anonyme. Mais la peur d'exposer sa propre implication la paralysa. Clara, elle, sombrait dans la paranoïa. Le foulard trouvé dans son appartement, celui qu'elle soupçonnait appartenir à Marianne, semblait une provocation, comme si quelqu'un voulait la pousser à accuser les autres. Elle se rendit au café où elle travaillait, espérant glaner des informations. Mais les clients évitaient son regard, leur chuchotement la suivant comme une ombre. Un habitué, un vieux mécanicien nommé Paul, lui glissa qu'il avait vu Vincent rôder près de la place du marché des semaines avant la mort de Julien, observant les allées et venues. Clara, impulsive, décida de suivre Vincent elle-même, le repérant un soir près de la boîte aux lettres où les lettres anonymes avaient été postées. Il semblait nerveux, regardant par-dessus son épaule, un comportement qui confirma ses soupçons. Mais en le suivant, elle croisa Marianne par hasard, sortant de la bibliothèque, et leurs regards se croisèrent à nouveau, un mélange de méfiance et de reconnaissance mutuelle. Marianne, de son côté, jouait un jeu plus subtil. Elle avait reçu une nouvelle note. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Contrairement aux autres, elle ne paniquait pas. Elle analysait, cherchant à comprendre qui tirait les ficelles. Ses recherches dans la bibliothèque l'avaient menée à un article sur Vincent, publié dans un journal local après son licenciement. Il y accusait, sans preuve, un collègue traître, Julien sans doute. Marianne commença à suspecter que Vincent avait orchestré les lettres anonymes pour exposer Julien. Mais pourquoi? Par vengeance pure? Ou pour détourner l'attention d'un secret plus grand? Elle décida de tendre un piège. Elle laissa un message codé dans un livre de la bibliothèque, un livre qu'elle savait que Vincent empruntait parfois, suggérant une rencontre discrète. Si Vincent mordait à l'hameçon, elle aurait une chance de le confronter. Duval, pendant ce temps, avançait sur une autre piste. L'encre des lettres provenait d'un stylo vendu à seulement 3 clients à Lille, dont Vincent. Mais un autre nom apparut. Une femme, Sophie, une ancienne cliente de la banque, qui avait eu une brève liaison avec Julien des années plus tôt, avant Élise. Sophie, désormais mariée et vivant à l'écart, avait acheté un stylo similaire pour son mari. Était-elle impliquée ou était-ce une coïncidence? Duval décida de l'interroger. Découvrant qu'elle connaissait Vincent, ils avaient fréquenté le même cercle social après son licenciement. Ce lien, ténu mais troublant, suggérait une conspiration plus vaste, où Vincent aurait pu manipuler les 3 femmes pour punir Julien, utilisant leur douleur comme une arme. Alors que l'enquête s'intensifiait, les 3 femmes se sentaient de plus en plus acculées. Élise, rongée par la culpabilité, envisagea de confesser sa présence sur la place, mais la peur des conséquences la retint. Clara, impulsive, confronta Marianne dans un parc désert, l'accusant d'avoir laissé le foulard pour la piéger. Marianne, calme, nia, mais ses yeux brillaient d'une lueur indéchiffrable. Elles se séparèrent, plus méfiantes que jamais, ignorant que Vincent, depuis l'ombre, observait leur échange. La nuit suivante, un nouvel indice apparut. Un message gravé sur un banc près de la place du marché, invisible sauf sous un certain angle. Julien payait pour nous tous. Était-ce Vincent ou une des femmes, laissant un dernier avertissement? À Saint-Hervé, les secrets semblaient se multiplier, chaque révélation ouvrant une porte vers un abîme plus profond, où la vérité sur la mort de Julien restait juste hors de portée. Sous le ciel bas et lourd de Saint-Hervé,
où les jours semblaient s'étirer en une éternelle grisaille, l'enquête sur la mort de Julien Moreau prenait une tournure de plus en plus sinistre. Les indices s'accumulaient comme des pièces éparses d'un puzzle maudit, et l'inspecteur Duval, avec son carnet rempli de notes griffonnées, sentait qu'il approchait d'un point de rupture. Vincent, l'ancien collègue de Julien, émergeait comme une figure centrale, mais son rôle restait flou. Était-il le marionnettiste ayant orchestré la chute de Julien, ou un pion dans un jeu plus vaste? Les trois femmes, Élise, Clara et Marianne, naviguaient dans un brouillard de peur et de suspicion, chacune luttant pour protéger ses secrets tout en soupçonnant les autres. Mais un nouveau détail, découvert par hasard, allait plonger l'affaire dans une dimension encore plus trouble, révélant que la mort de Julien n'était peut-être pas le point final, mais une étape dans une machination bien plus ancienne. Duval, déterminé à démêler les fils reliant Vincent aux trois femmes, décida de fouiller plus avant dans son passé. Une visite à la banque où Julien et Vincent avaient travaillé révéla un dossier oublié dans les archives. Une plainte interne, datant de 2 ans avant la mort de Julien, concernant des transactions suspectes. Vincent avait été accusé de manipuler des comptes clients, mais un nom apparaissait en marge. Julien, bien que jamais formellement accusé, Julien avait été interrogé à l'époque, son témoignage vague permettant à Vincent de porter seul le blâme. Duval trouva une note manuscrite dans le dossier, signée par un ancien directeur. Julien sait plus qu'il ne dit. Cette phrase, anodine en apparence, suggéra à Duval que Julien avait peut-être couvert ses propres méfaits en laissant Vincent tomber. Était-ce le véritable motif de la vengeance de Vincent? Et si oui, comment les lettres anonymes et la mort publique de Julien s'inscrivaient-elles dans ce règlement de compte? Pendant ce temps, Élise, cloîtrée dans sa maison, luttait contre une panique grandissante. La destruction du carnet de Julien ne l'avait pas libérée. Au contraire, la phrase « V, c'est tout » tournait en boucle dans son esprit. Elle commença à se demander si Vincent, qu'elle avait croisé à la banque des années plus tôt, connaissait ses propres doutes sur les infidélités de Julien. Une nuit, incapable de dormir, elle reçut une nouvelle note anonyme, glissée sous sa porte. La montre te dira la vérité. Tremblante, Élise fouilla dans une boîte où elle gardait les affaires de Julien et retrouva la montre en argent, celle qu'elle lui avait offerte pour leur mariage. En l'examinant, elle découvrit une gravure à l'intérieur du bracelet, presque effacée. Agi de V pour toujours. Était-ce un cadeau de Vincent datant de leur amitié passée, ou une preuve que Vincent manipulait tout depuis le début? Élise, terrifiée, décida de cacher la montre, mais pas avant d'appeler Clara, espérant trouver une alliée dans cette spirale de doute. Clara, toujours impulsive, accepta de rencontrer Élise dans un café discret à l'orée de la ville. Leur conversation, tendue et chuchotée, fut un balai de méfiance et de révélations partielles. Clara avoua avoir suivi Vincent, convaincue qu'il avait envoyé les lettres pour les monter les unes contre les autres. Elle montra à Élise le foulard trouvé dans son appartement, insistant sur le fait qu'il appartenait à Marianne. Élise, à son tour, parla de la montre et de la gravure, suggérant que Vincent et Julien partageaient un secret plus profond qu'une simple rivalité professionnelle. Leur échange fut interrompu par l'arrivée soudaine de Marianne, qui, alertée par un message anonyme l'invitant au même café, s'assit sans un mot. Les trois femmes, réunies pour la première fois depuis la nuit fatidique, se regardèrent en silence, chacune mesurant l'ampleur du piège dans lequel elles étaient enfermées. Marianne, avec son calme habituel, brisa le silence. « Nous ne sommes pas les seuls à jouer ce jeu. Quelqu'un d'autre sait tout. » Marianne avait ses propres découvertes. Le message codé qu'elle avait laissé dans le livre à la bibliothèque avait porté ses fruits. Vincent s'était présenté à la rencontre proposée, mais il n'était pas seul. Une femme l'accompagnait, Sophie, l'ancienne maîtresse de Julien, dont le nom avait émergé dans l'enquête de Duval. Sophie, désormais une femme mariée vivant à Lille, semblait nerveuse, jetant des regards furtifs autour d'elle. Marianne, cachée dans l'ombre, les avait observés, notant que Vincent semblait la supplier de garder un secret. Intriguée, Marianne avait fouillé plus loin, découvrant que Sophie avait été cliente de la banque à l'époque où Julien et Vincent y travaillaient. Elle avait eu une liaison avec Julien, mais aussi brièvement avec Vincent, un triangle oublié qui jetait une lumière nouvelle sur les motivations de ce dernier. Était-il jaloux de Julien, non seulement pour sa carrière, mais pour Sophie? Avait-il manipulé les trois femmes pour punir Julien, utilisant leurs propres blessures comme arme? Duval, de son côté, interrogea Sophie à Lille, dans un appartement bourgeois où elle vivait avec son mari. Elle admit avoir connu Julien et Vincent, mais nia toute implication dans la mort de Julien. Cependant, sous la pression de Duval,
Elle révéla un détail crucial. Vincent lui avait confié des années plus tôt que Julien l'avait trahi dans une affaire d'argent, détournant des fonds pour financer son train de vie, y compris ses liaisons. Sophie, blessée par l'abandon de Julien, avait partagé cette information avec Vincent après son licenciement, alimentant sa rancune. Elle jura ne pas savoir pour les lettres anonymes, mais son regard fuyant suggéra à Duval qu'elle cachait quelque chose. Une fouille de son domicile révéla un stylo-plume identique à celui de Vincent, renforçant l'idée d'une collaboration. À Saint-Hervé, la tension atteignit son paroxysme. Un nouvel indice apparut, une cassette audio, trouvée dans la boîte aux lettres de la police, contenant un enregistrement de Julien, datant de quelques jours avant sa mort. Sa voix tremblante parlait d'une dette qu'il devait payer, mentionnant Vincent et une vieille promesse. La cassette s'arrêtait brusquement, comme si elle avait été coupée. Duval, écoutant l'enregistrement en boucle, sentit qu'il touchait au cœur du mystère. Julien savait que son passé le rattrapait, mais avait-il anticipé sa fin? Les trois femmes, informées de la cassette par des fuites dans les journaux, commencèrent à se demander si elles avaient été manipulées non seulement par Vincent, mais par Julien lui-même, qui aurait pu orchestrer sa propre exposition pour échapper à une menace plus grande. Alors que la ville retenait son souffle, un dernier message anonyme fut trouvé, cloué à un arbre près de la place du marché. La vérité est dans le silence des coupables. Était-ce Vincent, Sophie, ou une des trois femmes, jouant un dernier coup dans cette partie mortelle? Les murs de Saint-Hervé semblèrent se refermer, chaque habitant devenant un témoin involontaire d'une tragédie où les frontières entre victimes et bourreaux s'effaçaient. La vérité, comme un spectre, dansait juste hors de portée, attendant un dernier révélateur pour se dévoiler pleinement. À Saint-Hervé, l'automne semblait figer le temps, les feuilles mortes s'accumulant dans les ruelles comme des souvenirs d'un passé trouble. L'enquête sur la mort de Julien Moreau, loin de s'éclaircir, s'enfonçait dans un labyrinthe où chaque piste menait à une impasse, chaque indice à une question plus profonde. L'inspecteur Duval, épuisé mais tenace, sentait que la vérité était à portée de main, mais elle glissait entre ses doigts, comme la brume qui enveloppait la ville. Vincent, Sophie, Élise, Clara, Marianne, leurs noms formaient une constellation de motifs et de secrets, mais un élément manquait encore, un fil conducteur reliant la cassette audio, les lettres anonymes et la montre en argent. Alors que la tension montait, un événement inattendu allait fissurer le silence, exposant une vérité que personne, ni les trois femmes, Ni Duval, ni même Vincent n'avaient anticipé. Duval. obsédé par la cassette audio où Julien parlait d'une dette et d'une vieille promesse, décida de réexaminer les indices matériels. Il demanda une analyse plus poussée de la montre en argent trouvée dans les affaires de Julien, celle qu'Élise avait cachée après avoir découvert la gravure « Agi de V pour toujours ». Les experts, en examinant le mécanisme, trouvèrent une inscription microscopique à l'intérieur, presque invisible, un numéro de série correspondant à une commande spéciale, passée non par Vincent, mais par une femme nommée Hélène, une figure absente des radars jusqu'alors. Hélène, une ancienne employée de la banque, avait quitté Saint-Hervé 5 ans plus tôt après un scandale discret impliquant Julien et Vincent. Duval, flairant une piste, fouilla les archives municipales et découvrit qu'Hélène avait été licenciée pour avoir signalé des irrégularités financières, les mêmes qui avaient plus tard coûté son poste à Vincent. Était-elle la pièce manquante, celle qui avait orchestré l'exposition des infidélités de Julien? Pendant ce temps, Élise, Clara et Marianne, liées par leur rencontre tendue au café, luttaient pour maintenir leur pacte de silence. Élise, rongée par la culpabilité, avait commencé à écrire un journal, consignant ses souvenirs de la nuit fatidique, mais elle le cachait dans une boîte sous son lit, terrifiée à l'idée qu'il soit découvert. Elle repensait à la fiole, à ce moment où les trois femmes, unies par la trahison, avaient regardé Julien la boire. Était-ce elle qui l'avait apportée ou Marianne, avec ses connaissances en poison? La mémoire d'Élise, brouillée par la peur, refusait de clarifier ce détail. Une nuit, elle reçut un appel anonyme, une voix féminine, rauque, murmurant « La montre n'était pas pour Julien ». Paniquée, Élise confronta Marianne par téléphone, l'accusant de continuer à manipuler les événements. Marianne, impassible, répondit « Tu cherches des fantômes là où il n'y en a pas. Cherche Hélène ». Clara, de son côté, sombrait dans une agitation fébrile. Après avoir suivi Vincent, elle avait décidé de fouiller son passé elle-même, convaincue qu'il était le cerveau derrière les lettres anonymes. Dans un vieux journal local, elle trouva un article sur le licenciement d'Hélène,
décrivant une femme brillante mais brisée, qui avait accusé Julien de l'avoir trahi après une liaison secrète. Clara, abasourdie, réalisa que Julien avait une histoire bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginée. Elle se rendit à la bibliothèque pour confronter Marianne, qu'elle soupçonnait de cacher des informations sur Hélène. Leur échange, dans une salle déserte entourée de livres poussiéreux, fut explosif. Clara lança « Tu savais pour Hélène, n'est-ce pas? C'est toi qui nous as réunis. » Marianne, pour la première fois, perdit son calme, rétorquant « Si j'avais tout orchestré, penses-tu que je serais encore ici à répondre à tes accusations ?» Mais elle admit avoir entendu parler d'Hélène, une femme qui avait juré de faire payer Julien pour son humiliation. Duval, suivant la piste d'Hélène, découvrit qu'elle vivait désormais à Lyon, la destination du billet de train trouvé dans la main de Julien. Une visite à son appartement révéla une femme d'une 50aine d'années, élégante mais marquée par une amertume profonde. Lorsqu'il l'interrogea sur Julien, Hélène resta impassible, mais ses mains tremblèrent légèrement en saisissant une tasse de thé. Elle admit avoir aimé Julien autrefois, mais l'avoir quitté après avoir découvert qu'il manipulait des fonds pour financer ses escapades. Elle avait tenté d'alerter la banque, mais Julien l'avait discrédité, la faisant passer pour instable. Vincent, son ami à l'époque, avait promis de l'aider, mais il avait fini par se retourner contre elle, craignant pour sa propre carrière. Hélène nia toute implication dans la mort de Julien, mais révéla un détail troublant. Elle avait envoyé une lettre à Vincent, des mois plus tôt, lui rappelant leur promesse, celle de faire tomber Julien un jour. Ce détail fit tilt dans l'esprit de Duval. La cassette audio mentionnait une « vieille promesse ». Était-ce un pacte entre Vincent et Hélène, scellé des années plus tôt pour punir Julien? Duval confronta Vincent à nouveau, lui montrant une photo d'Hélène. Vincent, acculé, admit avoir reçu sa lettre, mais jura qu'il n'avait pas agi seul. Il avoua avoir envoyé les lettres anonymes aux 3 femmes, espérant qu'elles découvriraient les infidélités de Julien et le confronteraient, mais il nia avoir prévu sa mort. Je voulais qu'il perde tout, pas qu'il meure. Pourtant, un détail clochait. Vincent connaissait la fiole, décrivant son contenu, un sédatif obtenu via un contact à Lille. Était-ce Hélène qui l'avait fourni, ou une des 3 femmes, manipulant Vincent à son tour? Les 3 femmes, sentant l'étau se resserrer, se réunirent à nouveau, cette fois dans la maison d'Élise. Leur conversation, un mélange de peur et de colère, tourna autour d'Hélène. Marianne révéla avoir trouvé un vieux registre de la bibliothèque, indiquant qu'Hélène y avait travaillé brièvement avant son départ. Un livre, emprunté par Julien, portait une dédicace d'Hélène. « Tu ne m'échapperas pas ». Était-ce une menace oubliée? Ou la preuve qu'Hélène avait orchestré la rencontre sur la place du marché? Clara, furieuse, proposa de confronter Vincent, mais Élise, épuisée, murmura « Et si c'était Julien qui nous a piégées toutes ?» Cette idée, absurde en surface, prit racine. Julien, sentant son monde s'effondrer, avait-il manipulé les événements pour provoquer sa propre fin, préférant la mort à l'humiliation totale? Un dernier indice émergea. Une photo envoyée anonymement à Duval, montrant Julien, Vincent et Hélène ensemble, riant lors d'une fête à la banque des années plus tôt. Au dos, une phrase « Le passé ne pardonne pas ». Duval, examinant la photo, remarqua un détail. La montre en argent au poignet de Julien, identique à celle de Vincent. Était-ce un symbole de leur lien brisé, ou une preuve qu'Hélène avait orchestré un jeu cruel, utilisant la montre comme un fil rouge pour lier tous les acteurs? À Saint-Hervé, les masques tombaient, mais la vérité restait un spectre, flottant entre les ombres des coupables et des victimes, attendant un dernier coup de théâtre pour se révéler. À Saint-Hervé, l'hiver approchait, drapant la ville d'un froid mordant qui semblait cristalliser les tensions accumulées depuis la mort de Julien Moreau. Les ruelles, autrefois animées par les ragots, s'étaient tues, comme si la ville retenait son souffle, attendant la révélation finale d'un drame qui avait transformé des vies ordinaires en un théâtre de trahison et de secrets. L'inspecteur Duval, les traits tirés par des nuits sans sommeil, savait que l'enquête touchait à sa fin. Les indices, la montre en argent, la cassette audio, les lettres anonymes et le nom d'Hélène, convergeaient vers une vérité complexe, où chaque acteur semblait à la fois victime et coupable. Élise, Clara et Marianne, liées par leur pacte tacite, sentirent le poids de l'étau qui se resserrait, tandis que Vincent et Hélène, figures du passé, émergeaient comme les clés d'un puzzle presque résolu. Mais un dernier retournement attendait, un voile final prêt à se déchirer, révélant une vérité qui changerait à jamais la perception de cette nuit fatidique. Duval, déterminé à clore l'affaire, organisa une confrontation audacieuse.
Il convoqua Élise, Clara, Marianne, Vincent et Hélène dans une salle du commissariat, un espace austère où la lumière crue des néons accentuait les ombres sur leurs visages. Chacun entra avec méfiance, leurs regards se croisant comme des lames, cherchant à deviner qui craquerait en premier. Duval posa sur la table les pièces à conviction, la montre en argent, la cassette audio, des copies des lettres anonymes et une photo de la banque où Julien, Vincent et Hélène riaient ensemble, des années plus tôt. « La vérité est ici », déclara-t-il, sa voix ferme mais teintée de lassitude. « Quelqu'un ou plusieurs d'entre vous a orchestré la chute de Julien. Ce soir, nous mettons fin au silence. » Élise, les mains crispées sur son sac, fixait la montre, la gravure, à J. pour toujours, brûlant dans son esprit. Elle murmura, presque malgré elle. « Julien m'avait dit que cette montre venait de moi. » Mais c'était un mensonge. Sa voix tremblante brisa le silence et Clara, impulsive, s'emporta. « Tu savais pour Hélène, n'est-ce pas? Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» Marianne, toujours composée, intervint. « Parce qu'aucune de nous ne voulait voir la vérité. Nous avons toutes été manipulées. » Vincent, agité, tenta de parler, mais Hélène, pour la première fois, prit la parole, sa voix froide comme l'acier. « Julien méritait ce qui lui est arrivé, mais pas comme vous le pensez. » Hélène révéla une histoire que personne n'avait anticipée. Des années plus tôt, à la banque, elle avait été amoureuse de Julien, mais aussi proche de Vincent, formant un trio d'amis inséparables. Julien, ambitieux, avait commencé à manipuler des fonds pour financer son train de vie, impliquant Vincent et Hélène dans des transactions douteuses. Quand Hélène tenta d'alerter la direction, Julien la trahit, la faisant passer pour incompétente, tandis que Vincent, par peur, resta silencieux. Brisée, Hélène quitta Saint-Hervé, jurant de se venger. Des années plus tard, elle apprit par un ancien collègue que Julien continuait ses manipulations, vivant une triple vie avec Élise, Clara et Marianne. Elle contacta Vincent, ravivant leurs vieilles promesses, faire payer Julien pour ses trahisons. Mais Hélène insista. « Je n'ai jamais voulu sa mort. Les lettres étaient pour l'exposer, pour qu'il perde tout. » Vincent, acculé, avoua avoir envoyé les lettres anonymes, utilisant des informations d'Hélène pour localiser les trois femmes. Il avait obtenu un sédatif, pensant humilier Julien en le désorientant publiquement, mais jura n'avoir pas prévu la crise cardiaque. « La fiole, je l'ai donnée à l'une d'elles, » dit-il, pointant vaguement Élise, Clara et Marianne. Les trois femmes se regardèrent, horrifiées, chacune niant avoir administré le contenu. Élise, au bord des larmes, admit avoir tenu la fiole, mais jura que c'était Marianne qui l'avait proposée. Marianne, pâlissant, rétorqua « Je l'ai trouvée dans mon sac sans savoir d'où elle venait. » Clara, furieuse, cria « Arrêtez de mentir! Nous étions toutes là, nous l'avons toutes regardé boire. » Duval, observant leur chaos, comprit que la vérité résidait dans leur complicité involontaire. Les lettres de Vincent, inspirées par Hélène, avaient poussé les trois femmes à se réunir sur la place du marché, chacune croyant confronter Julien seul. Mais un détail final émergea. La cassette audio. Une analyse plus poussée révéla un murmure à peine audible à la fin, une voix féminine disant « Tu ne peux plus fuir ». Les techniciens identifièrent la voix comme celle d'Hélène, enregistrée à son insu par Julien qui semblait anticiper sa fin. Avait-il orchestré sa propre mort, buvant la fiole sciemment pour échapper à une vie de dettes et de mensonges? Ou était-ce un accident, un plan de Vincent et Hélène qui avait dérapé? Un dernier indice scella l'affaire. Un journal trouvé dans l'appartement d'Hélène, détaillant son plan pour exposer Julien, mais mentionnant une alliée inattendue à Saint-Hervé. Duval soupçonna qu'Hélène avait manipulé une des trois femmes, peut-être Marianne, dont les livres sur les poisons suggéraient une connaissance trop précise. Mais aucune preuve directe ne liait Hélène à la fiole, et les trois femmes, unies par leur peur, refusèrent de craquer. Vincent fut arrêté pour avoir fourni le sédatif, mais les charges restèrent fragiles, faute de preuves d'intention meurtrière. Hélène, protégée par son éloignement, échappa aux accusations, bien que son rôle dans les lettres fût établi. À Saint-Hervé, l'affaire s'éteignit dans une ambiguïté frustrante. Les journaux cessèrent d'en parler, mais les habitants continuèrent de murmurer, regardant Élise, Clara et Marianne avec une suspicion persistante. Les trois femmes, marquées par leur rôle dans cette nuit, ne se parlèrent plus, chacune portant le poids d'un secret partagé. La montre en argent rendue à Élise resta dans une boîte, un rappel muet de la trahison. Vincent, libéré sous caution, disparut de la ville, tandis qu'Hélène, à Lyon, refermait son journal, un sourire amer aux lèvres. Julien, dans sa mort, avait laissé une énigme insoluble, un miroir où chacun voyait sa propre culpabilité.
La place du marché, redevenue banale, portait encore une cicatrice invisible, un écho de cette nuit où la vérité avait dansé entre les ombres, refusant de se laisser capturer. Les habitants, fascinés et effrayés, se demandaient si justice avait été rendue, ou si le véritable coupable, peut-être Julien lui-même, avait emporté son secret dans la tombe. La brume s'épaississait sur Saint-Hervé, enveloppant la petite ville dans un silence oppressant, comme si elle cherchait à étouffer les échos de l'affaire Julien Moreau. La place du marché, autrefois théâtre d'une exposition macabre, avait retrouvé son rythme monotone. Les étals des marchands, les rires des enfants, les conversations banales des passants. Pourtant, sous cette surface paisible, une cicatrice invisible persistait, un murmure collectif qui refusait de s'éteindre. Julien, nu et figé dans la mort, avait laissé derrière lui bien plus qu'un scandale. Il avait révélé la fragilité des masques que chacun porte, la facilité avec laquelle l'amour peut se muer en trahison, et la manière dont un secret, une fois exposé, peut transformer une communauté entière. Élise, Clara, Marianne, Vincent, Hélène, leur vie, entrelacée par un fil de mensonges, restèrent marquées par cette nuit où la vérité, bien que frôlée, n'avait jamais été pleinement saisie. Et c'est dans cette ambiguïté, dans ce vide laissé par des questions sans réponse, que l'histoire de Julien Moreau trouve sa résonance la plus profonde. Cette affaire, loin d'être un simple fait divers, nous force à regarder en face les ombres qui sommeillent en chacun de nous. Julien était un homme ordinaire, un mari, un collègue, un amant. Mais ses choix ont tissé une toile où la jalousie, la vengeance et la culpabilité se sont entremêlés jusqu'à l'implosion. Était-il une victime, manipulé par un passé qu'il ne pouvait fuir, ou un architecte de sa propre chute, orchestrant une sortie dramatique pour échapper à ses dettes? Les trois femmes unies dans leur douleur, ont-elles agi comme des juges ou des pions dans un jeu plus vaste manipulé par Vincent ou Hélène? Et que dire de cette montre en argent, ce billet pour Lyon, ces lettres anonymes, des symboles d'un puzzle qui, même assemblés, laissent des pièces manquantes? Ce mystère, enfoui dans les archives de Saint-Hervé, nous rappelle que l'esprit humain est un labyrinthe, où les frontières entre justice et vengeance, amour et haine s'effacent dans l'obscurité. Vous, qui avez suivi ce récit jusqu'au bout, méritez une félicitation sincère. Plonger dans cette histoire, c'est oser affronter l'inexplicable. Regardez au-delà des apparences pour chercher la vérité cachée, celle que peu osent affronter. Vous faites désormais partie d'un cercle restreint, une communauté de curieux, d'âmes intrépides qui ne se contentent pas des réponses faciles, mais cherchent à comprendre ce qui se tapit dans les replis de l'âme humaine. Ce voyage troublant et poignant a peut-être éveillé en vous des questions sur vos propres certitudes. Jusqu'où peut-on aller par amour ou par trahison? Quels secrets enfouis dans nos vies quotidiennes pourraient un jour remonter à la surface, exposant nos failles au grand jour? Maintenant, je vous invite à laisser une trace de votre passage dans cette quête.